Les API aujourd'hui, c'est devenu un standard. Vous allez mieux comprendre comment fonctionne une API, vous allez pouvoir mettre vos API dans le cloud Amazon. Donc, dans l'industrie du logiciel, dans l'industrie du web, principalement, c'est devenu presque un standard. Le Lambda, c'est un service serverless, donc c'est un service managé. Au-dessus de cette Lambda, on va rajouter une couche d'API. Donc son nom est assez explicite, donc c'est le service API Gateway, qui est un service que propose Amazon pour pouvoir déployer rapidement des API. Donc l'idée de tout ça, c'est de pouvoir ensuite les interconnecter et pouvoir enfin utiliser des curls pour pouvoir tester nos API. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne The HKTech. Moi je suis Hervé Gaël, je suis le fondateur responsable technique de la société HKTech, qui est une entreprise technologique basée en France qui conçoit et développe des logiciels et applications sur mesure pour ses clients à travers le monde. Et en parallèle de ça, on se charge aussi de gérer toute l'infrastructure, la supervision de ces applications qu'on a développées. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de API et on va essayer dans cette vidéo de mettre en place de manière simpliste une API. L'idée, c'est de pouvoir vous donner les bases, pouvoir simplement mettre avec du code en automatisant vos API dans le cloud d'Amazon. Donc pour ça, on va utiliser les services managés comme des API Gateway et des serverless. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait bien de faire un rappel de ce que c'est qu'une API. Donc API pour Application Programming Interface, c'est toujours un anglicisme. Donc en fait, c'est un ensemble de règles, de protocoles qui permet simplement à des logiciels de pouvoir échanger des données, c'est-à-dire de pouvoir communiquer entre elles. Donc ça permet de définir comment est-ce que les données doivent être faites, quel type de données sont échangées et comment les réponses doivent être formatées. Donc dans l'industrie du logiciel, dans l'industrie du web, principalement, c'est devenu presque un standard. Parce qu'aujourd'hui, les logiciels, c'est un ensemble de plusieurs petits logiciels qui interagissent entre eux, notamment avec l'avènement des architectures microservices de la containerisation. Donc les API aujourd'hui, c'est devenu un standard, vraiment. J'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos comment on développe une application. Je parlais justement du fait qu'il y a un front-end et un back-end. Et ces informations, en fait, ces deux groupes-là permettent souvent de discuter entre elles via ce qu'on appelle des API. Donc c'est quoi les avantages d'une API? Donc les API en fait ont explosé avec l'avènement des architectures microservices, avec la containerisation, avec le cloud. Donc les API vont permettre en fait de séparer la logique métier, c'est-à-dire le back-end, avec l'interface utilisateur. Du coup, ça permet d'avoir une réutilisation de ce back-end là pour avoir plusieurs interfaces. Donc aujourd'hui, quand vous allez par exemple sur le site Facebook, vous avez une version mobile, vous avez une version web, vous avez une version tablette. Donc c'est des interfaces qui sont toutes différentes, mais elles communiquent tous sur un même et unique back-end. Et elles communiquent via des API parce qu'il y a un contrat d'interface. Donc ça, c'est les avantages des API. Avec un seul back-end, avec une seule logique métier, on peut déployer plusieurs interfaces, plusieurs couches. Les API, l'autre avantage des API, ça te permet de gérer l'interopérabilité. Donc c'est-à-dire que deux systèmes a priori distincts, qui n'ont rien à voir, qui ont été développés sur des technologies totalement différentes, peuvent communiquer entre elles via des API. Donc ça, c'est l'autre avantage. Un dernier gros avantage des API, c'est la sécurité. Donc les API permettent de contrôler l'accès aux données. Donc les API, on peut les sécuriser avec ce qu'on appelle soit avec un token JWT, soit avec une clé, soit avec des certificats. Donc les API vraiment offrent une granularité et une finesse sur la sécurisation. Donc voilà, donc c'est un peu grosso modo les avantages des API. Alors dans ce tutoriel là, donc on va mettre en pratique les API. Donc on va créer une API avec du code de Terraform sur de l'infrastructure AWS et on va utiliser les services managés d'AWS qui permettent de gérer de manière efficace, sécurisée et simple des API. Donc pour ça on va utiliser le service d'Amazon qui s'appelle Lambda. Donc le Lambda, c'est un service serverless, donc c'est un service managé, donc c'est un serveur, comment dire, un product as a service qu'on consomme juste ses ressources en fait. On n'a pas à gérer toute l'infrastructure derrière.
Donc ça c'est le premier élément, et au-dessus de cette lambda on va rajouter une couche d'API. Donc son nom est accès explicite, donc c'est le service API Gateway, qui est un service que propose Amazon pour pouvoir gérer, déployer rapidement des API. Donc l'idée de tout ça c'est de pouvoir ensuite les interconnecter et pouvoir enfin utiliser des curls pour pouvoir tester nos API. Donc le code qu'on va faire, c'est un code assez basique qui va nous permettre de pouvoir tester toutes les opérations qu'on peut faire sur une API, c'est-à-dire des puts, des get, des posts, voilà. Donc ça c'est principalement les requêtes qu'on peut faire sur des API. L'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo là, vous allez mieux comprendre comment fonctionne une API, vous allez pouvoir mettre vos API dans le cloud Amazon. Pourquoi Amazon? C'est juste parce que moi, mon entreprise, on est spécialisé sur tout ce qui est AWS. On fait aussi du Azure, mais voilà, donc le but c'est de pouvoir partager notre expertise sur les technologies qu'on fait. Donc c'est pour ça que on a choisi le cloud AWS, mais il y a les équivalents sur Google, avec GCP, sur Azure, pareil. Donc nous on est parti sur ça. Donc c'est parti donc pour la partie pratique. Alors moi j'aime bien toujours avoir un petit schéma qui permet de visualiser ce qu'on va réaliser. Donc ce que nous on va mettre en place, donc c'est la partie API. Donc ici on aura ce qu'on appelle une API Gateway. Derrière cette API Gateway va appeler notre lambda qui va faire le processing, et ensuite elle va, donc on va dire que vous côté utilisateur, on va dire qu'il y a l'utilisateur qui est là, on va dire le client, le user, voilà. Donc nous ce qu'on va faire, on va faire des requêtes à l'API Gateway. Donc ici on peut faire différents types de requêtes. J'ai dit post, put, get, delete. Bon, ça c'est des méthodes assez classiques de l'API. Et ensuite derrière l'API, ce qu'elle va faire, elle va contacter notre lambda. Le lambda en interne, il va faire le calcul et ensuite il va renvoyer la réponse à l'API, et ensuite l'API va renvoyer le résultat à notre client. Donc c'est ce qui va se passer en fait. Donc nous on va essayer de mettre ça en place. Donc nous ce qui va nous intéresser, c'est plus cette partie-ci qui va nous intéresser. Qui va être sur AWS. Voilà. Et comme vous savez, comme moi, je fais toujours tout avec AWS, on va builder ça avec du Terraform, qui est l'outil as code quand on veut travailler sur du cloud en fait. Ça permet de ne pas faire les choses à la main et de pouvoir réutiliser. Donc voilà ce que je vous propose, c'est ça qu'on va mettre en place. Donc c'est un petit HLD qui donne des grandes lignes de ce qu'on va réaliser. Donc là, l'architecture vue, le HLD vue, on va aller dans notre terminal. Donc on va mettre dans le dossier Terraform Lambda API. Ok, ici on va créer un dossier, on va l'appeler Basic API. On va appeler ça Basic API. Hop. Donc moi ensuite je vais l'ouvrir. Donc là on a notre éditeur qui est lancé. Donc on a notre Visual Code qui est là. Donc comme la dernière fois, lorsqu'on avait créé une lambda, on va créer... on peut commencer par quoi? Hop, je vais faire mettre comme ça. Voilà. Donc on va créer nos différents fichiers. Donc hop. Donc comme on fait toujours avec du Terraform, on va créer notre infrastructure. Donc ce que vous voyez là, on va la créer sur notre compte AWS de Sandbox. Donc je précise que j'ai un compte Sandbox sur ma machine et on va créer ça avec Terraform. Donc ici le premier élément qui est important, on va créer le dossier lambda code. Je suis trop rapide. Et là dedans on va créer un fichier main.tf, main.py. C'est ce fichier là qui va contenir notre code. Ensuite j'aurai besoin de créer
la lambda.tf. J'aurai besoin de créer un fichier que j'appelle lambda policy.tf. Donc ça va contenir les droits d'exécution de ma lambda. Ça c'est en numéro 2. Excusez-moi, j'ai mal écrit lambda, donc je vais juste renommer. Donc est-ce que si je mets 0.1, 0.2 devant, va avoir du sens. Donc ensuite, une fois qu'on aura notre lambda qui sera créé, on va créer notre API Gateway qui va pouvoir supporter toutes ces requêtes qu'on veut faire. Nous. Voilà. Donc je vous propose donc de démarrer et bien sûr ça c'est il y a toujours le fichier provider.tf que vous connaissez déjà. Voilà. Donc là on va commencer par le provider. Je vais essayer de mettre un peu plus grand. On se connaît pas mal. Donc on commence par le provider, première partie. Tac. Donc dans mon provider, pareil, donc comme on va interagir avec l'API d'AWS, on va créer le provider AWS. En région, on va le faire en EU Ouest 1, puisque c'est là où il y a nos projets. EU Ouest 1, en fait, c'est l'Irlande. Le profile que je vais utiliser sur ma machine, parce que moi j'ai plusieurs comptes AWS qui tournent, donc je vais pouvoir utiliser le Sandbox, qui est mon environnement de test. J'aime bien cette ressource que j'avais expliqué déjà, ça permet de définir des tags par défaut. Donc c'est des tags qui vont s'appliquer sur toutes les ressources. Donc environnement, je vais peut-être dire que Sandbox, project, je l'appelle quoi, training, comme ça il y aura ça sur les ressources. Je mettais une description, create et basic API. Donc ça c'est les éléments de base qu'on a besoin. Donc ça c'est pour dire qu'on va utiliser du AWS. Maintenant je vais préciser la version de Terraform qu'il me faut. Donc là je vais dire require provider, je veux du AWS. Et dans AWS je veux la source que ce soit du HashiCorp. AWS pour être sûr. Et là la version, normalement la source est souvent facultative. Donc moi je veux une version qui soit une version 5. Quelque chose et minimum la 5.0. Donc là on a notre provider qui est bon. Donc c'est bon pour le 0.1. Donc on va passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, je vous propose qu'on fasse le code. Donc j'ai dit c'est une simple. Donc l'API qu'on va faire, je reviens toujours sur le schéma. On va le mettre comme ça. Donc ça va juste nous donner, ça va faire toute cette méthode là. Donc on va faire une fonction lambda qui est capable d'interpréter ça. Donc toujours, ici on aura juste besoin du JSON, voilà, de la lib JSON de Python. Donc c'est une lib assez standard pour pouvoir gérer pour pouvoir manipuler tout ce qui est JSON quoi. Qui est le modèle en fait qui est utilisé en général pour les échanges de données via des API. Il y a aussi le YAML, mais c'est souvent du JSON qui est utilisé pour les API. Donc là, il y a notre fonction lambda handler. On va mettre event context. Ça, c'est une convention. Donc, qu'on veut faire une lambda en Python, voilà. Donc, moi, je vais récupérer la méthode. Ah merde, mon autocomplete est allé trop vite. Donc, je vais dire que la méthode, c'est un event. Je vais récupérer la méthode, en fait, en HTTP méthode, c'est le nom de la méthode. Et là, je vais pouvoir mettre mes conditions. On va faire vraiment de manière basique. Hein. Donc, on va faire ici la méthode manage get method.
Donc, ce qu'on peut faire, on va faire un check, on va faire if méthode. Donc, si la méthode que j'ai récupérée, c'est du get, on va mettre majuscule comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais return toujours un JSON. Donc, je le dis, quand je travaille avec les API, c'est souvent du JSON qui est retourné. Et je vais retourner le status code. Ça, c'est normé, qui est égal. Je veux dire que c'est un 200, donc tout s'est bien passé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le body, le corps de la request. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon JSON? Donc, je vais faire un JSON.dump. Ça prend ça, et là, on lui donne le message. Là, je veux dire we have received a get request. Donc ça veut dire quoi? Ça dit en fait que quand je vais faire une méthode get sur mon API, elle me renverra ça en fait. Donc voilà. Et ensuite là, c'est un peu pareil. Je vais mettre le body. Donc ça, je peux copier-coller ce code-là. Je vais changer quand même quelques éléments. C'est juste pas, pour aller un peu vite. Donc ici, manage post méthode. Là, la méthode que je vais mettre, c'est du post. Post, en fait, c'est une méthode quand on veut envoyer les données. Get, c'est plus pour récupérer les données. Post, c'est quand on veut envoyer une nouvelle donnée, en fait. Donc, post, là, dedans, il y aura forcément de la data. Donc, quand on envoie des données, il y a forcément des données à récupérer. Et là, c'est la lib, c'est json.loads. On va récupérer le données qui se trouve dans mon event. Et dans l'event, ce que je vais récupérer, c'est le body. Forcément un body. Donc ça, je vais récupérer ça. Par contre, c'est si dans mon événement, il y a un body. Donc je rajoute cette condition-là pour dire de vérifier. Donc s'il y a un body, j'aurais pu mettre un if. Ça, c'est une syntaxe un peu qui permet de gagner un peu de l'économie de code, quoi. Donc ce qui se passe, si dans mon j'ai un body, dans mon event post que j'envoie, il va renvoyer une réponse pour dire que il va renvoyer une 200 et là on va faire un dump des données. Donc là on va dire JSON dump message et là je vais dire ici là attends get request good. Je préfère mettre un truc qui sera un peu plus explicite. Donc ce que je vais faire, je vais renvoyer à l'API ce message là et dans lequel je vais aussi rajouter les données. Donc il y a le message et je dis que data, ça va être ma data. Donc en gros, l'API va m'envoyer des données, la lambda, elle va, si jamais donc, je vais envoyer une méthode post avec bien sûr un payload, donc ce qu'on appelle des données. Si jamais il y a des données, alors je vais renvoyer à l'API en fait mes données pour être sûr que c'est bon. Ça, je vous ai dit, c'est un cas vraiment basique. Vous ne trouvez pas souvent ça dans les API en général sont plus complexes que ça. Mais ça, on est vraiment dans un cas pédagogique où le but c'est de pouvoir montrer ça. Donc là, je peux rajouter une méthode put. Donc là, je fais pareil. Là, ici, put, c'est pareil. Dans le put, il y a toujours aussi un body. C'est à peu près la même syntaxe que le post, sauf que le put, c'est souvent quand on veut update des données. Donc, quand on a des données qui existent, par exemple, il y a le nom, l'email de la personne. On veut changer son email. En général, c'est des puts qu'on fait. Donc, c'est des requêtes de put. Donc là, je vais mettre put request. Et là, on va dire que update data, voilà, je reprime la data. C'est presque la même chose qu'un put, sauf que ça, c'est vraiment en général pour un update. Et là, je peux encore ajouter du delete. Donc, on va rajouter delete, manage, delete, méthode. Donc, c'est pareil, ici, le même principe. Donc là, c'est une méthode delete que j'envoie. Et là, je vais dire delete request. Là, je vais mettre ici la delete request.
En général, le delete, il n'y a pas souvent besoin d'envoyer du payload. Donc le delete, c'est un peu comme une méthode de get. Parce qu'en général, tu envoies souvent, on envoie souvent un ID, ça peut être une URL slash quelque chose, et on sait que ça delete. Donc on va prendre plutôt celle-là qui ressemble. Parce qu'en général, quand on veut delete, on renvoie pas toutes les données en fait. Si en général c'est une URL, on envoie juste un ID en fait de ce qu'on veut delete. Donc delete request receive. Je rajoute S parce qu'a priori ça semble protégé. Euh, donc si c'est delete et ensuite le dernier, il y a le patch. Le patch c'est un peu comme le put. Donc le patch c'est aussi un update qui est plutôt simple en fait. Lorsqu'on veut patcher les données, c'est pareil. En général, vous n'êtes pas obligé d'avoir, quand vous allez coder vos API, vous n'êtes pas obligé de mettre. En général, le get, le put, le delete, c'est souvent les trucs importants. Patch, c'est souvent un peu plus rare, mais on va mettre du patch aussi. Comme ça, on aura vraiment toutes les méthodes et ensuite, on va faire nos tests. Donc là, on va dire patch. Et là, je mets patched pour dire que patched data, ça a été patché. Et enfin, donc là, j'ai mis des if à chaque fois. Et enfin, à la fin, si jamais il n'y a aucune request qui est envoyée, s'il ne reconnaît pas, on va juste return up un status code. En général, ça c'est normé. C'est quoi le code? C'est du 400? Non, on va dire, je crois que c'est du 405. Et le body, on va prendre une 405 comme ça. JSON dump. Pardon, ici il manque la virgule, c'est pour ça que dumps. Bon, j'aurais pu reprendre ce que j'avais déjà. Hop. Là, je mets mon message. Et là, je rajoute. Je sais pas si c'est aucune des méthodes là. Je sais pas si je vais dire. On va prendre le nom de la méthode. La variable méthode. On va dire this method is not allowed. Alors, je pense que là, on a un truc assez basique. Voilà. Donc, pour résumer, quand l'API, on va envoyer des requêtes là. L'API va transférer ça à la lambda. Et ensuite, la lambda, elle va procéder. Elle va dire, oh, est-ce que j'ai la méthode get? Je renvoie ça. Si j'ai un post, si j'ai un put. Voilà. Et si jamais il y a une méthode qui ne correspond pas, il va renvoyer pour dire que il connaît rien. Donc moi j'ai une petite erreur là, j'ai pas fermé mes accolades. Attends, je crois que c'est ici. Tic, tic. Voilà. Et body dump. Donc c'est ça que j'ai pas besoin. Voilà, c'est plus que logique comme ça. Donc une fois qu'on a codé la logique de l'API, donc notre API, on va dire qu'elle est réellement codée là. Maintenant, on va mettre en place le socle qui va permettre de pouvoir exécuter notre API, quoi, de faire tourner notre API. Donc on va commencer par la lambda. On l'avait déjà fait dans un précédent truc, donc la précédente vidéo. Donc pareil, moi je compte mes lambda, moi j'aime bien toujours commencer comme ça, archive file, donc ça c'est une data, archive file, et là je vais la mettre ici, là, lambda zip, donc cette partie-ci, ce que je vais faire, je vais dire type égale à zip, cette ressource Terraform en fait, elle permet de prendre en entrée un dossier, ce qu'on appelle un source dir, paf.module, donc c'est pour dire que ça se trouve dans le même dossier que mon projet, lambda code. Donc ça va prendre en paramètre le dossier lambda code là, et ça va permettre de pouvoir l'obtenir en zip. Donc je vais lambda.zip, voilà. Et là maintenant je peux créer ma lambda, donc ressource AWS lambda function. Le name que j'ai c'est lambda. Voilà.
Donc je vais reprendre le code qu'on avait fait dans un précédent projet, parce que je vais pas retaper tout de zéro. Donc je vais juste copier-coller le code qui est là. Donc là j'ai une locale, je peux créer, on va l'appeler ici la basic project, basic API, on va dire comme ça. Hop. Donc là j'ai ma description, là j'ai mon rôle qu'il va falloir que je crée. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon file name, là je récupère mon data archive, et là c'est le source H pour vérifier. Donc là j'ai juste une variable d'environnement test. Tant qu'à faire, ici je vais créer une variable locals.tf. En fait, il faut se dire que les locales, c'est souvent ce fichier-là. Moi j'aime bien avoir ça dans mes projets, ça me permet d'avoir mes variables locales en fait. Je l'appelle basic API. Voilà. Et ça, comme ça, je peux réutiliser ça dans mon code. On est sur la lambda. Donc ça m'évite de ne pas local.project project name, je crois. Project name ou project, pardon. Hop, comme ça toutes mes ressources auront ça. Donc ma lambda elle est là. Maintenant il va falloir que je crée juste ce rôle là. Donc on va une fois créer le rôle que je peux créer en bas ici. Donc ça pareil. On va prendre le AWS, c'est la ressource AWS. Le but c'est pas de faire vraiment une Terraform cette partie. Il y a une vidéo où j'avais expliqué tout ça, donc on va appeler lambda underscore exe. Voilà, et ensuite il y a toutes les ressources à mettre. Donc bon, je vais aller assez vite dessus cette partie-là. Donc hop, pas envie de saisir tout ça, parce que je propose de mettre. Donc là j'ai ma lambda qui est là, et ensuite je vais lui donner une policy. Donc ressources AWS IAM underscore policy. Donc je vais attacher à mon rôle la policy. On l'appelait, je sais pas comment je vais l'appeler, lambda policy. Là, on va faire ça. Mais je vais récupérer ma variable local.project-attach basic. Et là, ce que je vais donner à ma lambda, je vais donner des rôles de base, quoi. C'est vraiment le rôle pour juste exécuter des lambda, quoi. Donc le truc de base pour mettre des logs, parce que ma lambda elle va pas interagir avec les autres services Amazon, elle aura juste besoin de pouvoir générer des logs, quoi, écrit dans CloudWatch. Donc c'est pour ça que je lui donne, je fais juste cette association là. Donc ça je l'associe, j'associe cette policy à mon rôle AWS IAM.name. Donc là on est bon pour la partie lambda. Donc du coup j'ai fusionné en fait lambda. Bon, on va juste, j'ai fait la partie 1, la partie 2 et 3, donc on va tous les mettre une fois ensemble là ici. Je vais déplacer. Bon, c'est vrai que là c'est basique, voilà. Donc ça c'est bon, on va dire qu'on a fait ça. Je vais renommer ça en 02. Hop. Et ça, rename 03. La locale, bon, ça je vais pas renommer. Et maintenant on est dans la dernière partie, maintenant la plus intéressante, c'est que ici on va donc créer notre API. Donc ce code-ci qu'on va réaliser là va nous permettre de créer. On a fait ça parce qu'on l'avait fait dans une précédente vidéo. Donc je suis allé un peu vite là parce que la vidéo précédente, j'explique un peu plus en détail comment on crée. Et là on va voir la partie API Gateway. Donc c'est vraiment être le pont entre nous et notre client. Le pont entre l'API, le back-end, quoi, parce que la lambda en fait c'est le back-end et le client. Donc on va voir l'API Gateway. Ici, donc c'est parti pour le code de cette API. Je vais essayer d'être explicite. Donc déjà, pareil, moi j'invente rien. Si vous voyez ça Terraform,
API Gateway. Il y a le... Il définit, il doit avoir le code pour pouvoir créer des API là. Donc ça c'est un module, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Donc il y a les... Nous on va faire, dans notre cas on va faire une REST API. Donc si je fais ici la Terraform, REST API Gateway. Terraform registry, voilà. Donc nous on va faire une API REST et vous voyez il y a le bout de code qui est là. Avec des éléments de base. Bon, il faut lire les docs. Moi je vais essayer de détailler. Donc ce qui est intéressant avec une API, donc il faut d'abord créer l'API. Donc l'API Gateway en elle-même. API Gateway. C'est la REST qu'on aura besoin. Donc c'est la REST API. Le name que je vais donner, on va l'appeler juste API. Et là-dedans, il faut lui donner un name. Donc nous, on va réutiliser notre variable local.project. Je rajoute bien gateway derrière pour dire que c'est une API gateway. Voilà. La description, ça c'est facultatif, mais c'est toujours bien de rajouter. For training. Voilà. Donc là, c'est l'API REST. Maintenant, ensuite, on va créer la ressource. Parce qu'il faut se dire que chez Amazon, quand on crée une API, en fait, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Donc si je reviens ici, sur mon Escalibro, là-dedans, en fait, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans mon API là. Donc si je dois faire un focus sur celui-ci là, là-dedans, c'est un bloc dans lequel il y aura à peu près 4 étapes. Et c'est ça qu'on va essayer de créer avec le truc. Donc il y a 4 trucs en fait à l'intérieur là-dedans, ce bloc là. Et voilà, c'est assez puissant et il y a pas mal d'options. Mais de manière générale, il y aura la méthode request ici, et là il y a la integration request qu'on appelle integration request. Donc ce qui fait qu'ici, quand une requête arrive en fait sur l'API, elle va d'abord passer par ce chemin-ci, ensuite elle va venir là, et ici normalement il se trouve la lambda. Donc là ici elle va aller interagir avec notre lambda qui est là. Et la lambda quand elle répond en fait, elle va répondre ici ce qu'on appelle integration response. Et à chacun des nœuds, il est possible de mettre des filtres, des conditions, des checks et tout, par exemple la sécurité. Donc il y a plusieurs éléments qu'on peut faire. Là vraiment c'est basique. Et integration response et méthode response. Voilà. J'espère ne pas m'être trompé parce que je le dis comme ça de tête, mais il y a ces 4 éléments en fait. Pardon. Et du coup, c'est un peu le chemin que prend notre API, nos packages quoi. Et c'est ça qu'on va essayer de construire. Donc ça revient là en fait au client. Donc ce bloc là en fait, il y a ce gros bloc là. Et derrière ici c'est la lambda. J'ai pas remis la lambda, mais vous pouvez imaginer que là, ici on a la lambda, ici on a le client. Voilà. Pour avoir un truc un peu plus détaillé quoi. Donc ça c'est ça qu'on essaie de construire avec Terraform. Donc du coup il faut d'abord créer avec Terraform, il faut pouvoir créer l'API Gateway. Voilà. Et ensuite on va créer dans la ressource. Dans la ressource c'est le chemin dans lequel notre API sera appelée. Donc on va appeler ça AWS API Gateway Ressource. Il ne propose pas Gateway Ressource. Et là je vais l'appeler ressource. Donc ça va être le chemin. Parce que sur une API, en fait, il peut avoir plusieurs chemins. Cette API-là, en fait, elle peut avoir plusieurs chemins, plusieurs ressources. Par exemple, si je mets ici, là, je peux avoir du slash hktech, slash, je sais pas, gisaline, slash test. Et chacune d'elles, là, c'est des ressources, en fait.
et derrière chacune de ces ressources là. Donc c'est pour ça que je suis obligé de déclarer la ressource. Donc on va dire que, et à chaque fois il faudra la linker à mon API. Donc là je vais la linker à mon API REST Gateway et je mets son ID. Le parent ID c'est API, ça c'est normé, hein, API underscore gateway REST API. Par contre ici, ouais c'est bien l'API.leroute ressource ID et le chemin. Donc nous on va l'appeler hktech-api, voilà. Donc ça c'est en fait on construit pour ce chemin là par exemple. Donc il peut, et ensuite là maintenant on va pouvoir construire chacun des blocs 1, 2, 3, 4 blocs. Il y aura chacun le code pour chacun des blocs. Donc ici on va commencer par API AW, on va faire le AWS API Gateway. Donc là c'est le premier truc, c'est la méthode. Ici je vais, moi j'appelle ça méthode. Donc à chaque fois il y aura toujours le reste. Ça c'est un truc qui revient, donc je vais pas retaper ça. Donc c'est pour dire que sur quelle API est basée cette méthode là. Voilà. La ressource ID. Donc je vais me baser maintenant sur ma ressource que j'ai créée plus haut là. API Gateway ressource.id. Donc il sait que cette méthode là est linkée à ça, qui est même linkée à celle-là. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire sur notre API? Donc, on peut dire qu'on veut que du get, du post, du put, tout ce qu'on veut. Donc, il est possible de filtrer. Mais nous, ce qu'on veut, on va faire du any. Donc, du any, c'est pour dire que je veux que ma méthode là, en plus, elle accepte tout type de request. Authorization, pour le moment, je mets un none. Mais on pourra faire dans une prochaine vidéo comment on sécurise l'API. Et ça, on la changera pour mettre un token, une key de sécurisation. Pour le moment, on va dire que l'API sera ouverte. Donc ça, c'est la méthode. Et ensuite, donc on va dire que ça, on est là, c'est bon. On va faire l'integration request, donc l'intégration. Donc je prends toujours ressource, c'est AWS API Gateway. Donc là, je vais mettre integration. Voilà. Integration. Et il y a toujours des éléments qui reviennent. Donc ça, je reprends ces deux-là. Maintenant, pour savoir le HTTP méthode qu'il a besoin. Donc ça, c'est pour dire en fait quelles méthodes sont autorisées pour ma réponse. Donc je vais me baser sur cette ressource-là, sur ma ressource si.méthode .http méthode. Donc j'aurais pu mettre any, mais je préfère utiliser puisqu'ils sont liés. Donc je préfère y réutiliser je préfère que ça vienne directement de la ressource elle-même. Comme ça, si je change là, ça va se réappliquer là directement. Je n'aurai pas besoin de changer de ligne. Et maintenant, integration méthode. Donc là, le type que je veux mettre, type, je veux dire qu'ici là, c'est du, ça c'est normé. Je veux dire que c'est un proxy, c'est-à-dire il va juste transférer les requests. Et l'URI à qui va faire le proxy, ça va être mon AWS lambda function .invoke ARN. Donc c'est ce que j'ai mis ici tout à l'heure. Vous voyez, c'est le schéma. C'est elle qui est en relation avec lambda, donc c'est pour ça qu'il y a le lien. Donc là, on a tout. Ça marche. Ça, c'est facultatif parce qu'il y a des paramètres par défaut. Donc nous, on va pas le faire, mais c'est possible de les personnaliser en fait. Si on veut par exemple rajouter d'autres traitements, d'autres checks et tout, mais nous, comme on est dans un mode basique, on va dire que ça, pour le moment, on va pas l'utiliser en fait. Donc on va mettre gris comme ça. Je grise ça. Donc ces éléments-là, on va utiliser les paramètres par défaut. Comme ça, ce qui va se passer en fait, la lambda, quand elle va répondre, elle va pas passer par là, elle va passer directement, renvoyer la réponse au client. Il n'y aura pas de filtre en fait. Bien sûr, ça passe toujours par l'API, mais il n'y aura pas d'autres traitements qui sont faits.
comme là, mais c'est possible à chaque étape de pouvoir encore personnaliser ça. Mais ça, c'est vraiment pour des cas très avancés. Déjà, l'entrée, c'est pas mal. En général, c'est souvent l'entrée qui est intéressant. C'est-à-dire, on autorise quel type de méthode, est-ce qu'on sécurise ou pas. Donc, c'est souvent lui ce qui est le plus important, la méthode de request. On peut se mettre des autorisations, mais après, le reste, pas besoin de faire ça, d'aller dans le détail. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va faire la dernière partie, c'est de pouvoir deploy l'API. Donc, si je dois commenter, donc ici, create API, create resource, create method, configure, define path. Il est possible aussi d'autoriser tous les chemins si on veut, on peut mettre en étoile là. Mais là, la dernière, c'est create integration. C'est là qu'il y a la relation avec la lambda sur laquelle on intervient. Et dans la dernière étape, c'est pouvoir deploy des API. Parce qu'en fait, une fois qu'on a mis l'API, il faut explicitement dire que l'API, on veut l'appliquer. Ça, c'est une convention, c'est dû au service d'Amazon. Moi, je veux gateway. On va créer un deployment. Voilà, et moi je l'aime bien là, toujours appelé avec les mêmes noms. Donc là, on va mettre un REST API. On va dire que l'API qui est concernée, AWS API gateway REST API .id et le stage. Donc le stage, c'est où est-ce qu'on veut déployer notre API. Ça va être le chemin principal. Parce que vous savez que les API peuvent avoir plusieurs versions d'API. Et en général, les versions d'API, c'est géré avec des chemins. Donc là, on peut dire que stage name, moi je vais dire que ça va être l'ADF. Donc il n'est pas impossible que je redéploie et je change ce chemin-là. Donc je vais peut mettre training. Voilà, on va dire qu'on va appeler ça training comme ça. Donc mon API va être, quand je vais l'appeler, en fait je vais mettre slash training, slash hktech API et ensuite envoyer mes données quoi. Donc on est pas mal pour cela. Il y a un dernier truc que j'avais pas, je pense que j'ai oublié, c'est au niveau de la lambda. Maintenant, il faut pouvoir donner les droits à à mon API de pouvoir trigger ma lambda. Donc, je vais rajouter ça directement ici. Give permission to trigger lambda. Donc, je vais donner les droits. Il faut rajouter explicitement les droits encore à mon API de pouvoir. Ça, c'est pas suffisant. Parce que oui, là, tu as dit que ton intégration va aller invoquer ta lambda, mais il faut lui donner encore les autorisations pour ça. Donc pour ça, il y a un service qui s'appelle AWS Lambda Permission. Donc moi j'aime bien appeler ça, je l'appelle lambda, bon, appelons-le lambda. Donc le statement ID, ça c'est juste le nom, je veux dire allow execution from API. Devant, je peux mettre le nom ici. Hop. Local.project. Voilà, comme ça, si j'ai plusieurs, ça fait une liste. L'action maintenant que je dois donner à ma lambda, c'est lambda invoke function. Donc ça doit permettre à mon API de pouvoir le faire. Le function name, je dois donner le nom de la function, de l'AWS lambda function name, c'est important. Le principal c'est qui aura le droit de faire ça. Le principal, ça va être le service API gateway.amazon aws.com. Et le plus important, c'est définir la source. Oui, je vois bien que le principal, c'est l'API Gateway, mais quel API Gateway? Donc celui-ci va nous permettre de préciser exactement quel API Gateway et quel chemin j'exécute. Donc c'est là où je vais donner AWS. On peut faire ça avant.
AWS API underscore gateway. Donc ça c'est le cœur même. Je vais donner le nom de mon REST API.executionARN parce que voilà, c'est ça le plus important. Et comme vous avez vu qu'il y a des sous-chemins, donc il y a à chaque fois des chemins qui sont, c'est pas la racine de mon API que j'appelle. Donc j'ai défini un chemin pour le ressource pass. J'ai défini aussi un chemin pour le deploy. Donc là, je suis obligé de rajouter des étoiles comme ça. Donc je peux mettre leur nom explicitement, mais je préfère mettre étoile, slash étoile. Voilà. Comme ça, ça, normalement, ça va correspondre à HTTP API. Comme ça, si je change ça, je n'aurai pas besoin de revenir changer ici. Là. Donc, en général, on met ça à étoile comme ça. Donc là, on a tout. Je pense qu'on va pouvoir déployer, lancer le code Terraform et voir ce que ça donne. Donc là, on a notre code qui est bon, qui fonctionne à tout ce qu'il nous faut. Donc ça, je vais rename en 04. Quand je travaille dans une boîte, ils n'aimaient pas nommer comme ça. Donc ça, c'est vraiment des conventions à but pédagogique en fait, pour que vous puissiez suivre. Là, je peux renommer ça. Bon, ça c'est le 0, le code quoi. Voilà. Je vais pas changer ça. Donc terminal, new terminal. On va pouvoir exécuter. Bon, j'ai un terminal qui est là. Donc là, j'ai tout mon code qui est là. Je vais pouvoir lancer mon Terraform. Donc je fais la dernière fois. Donc je fais Terraform apply. Non, il faut toujours faire le plan avant l'apply. Oh, donc là je dois faire Terraform init parce que j'ai pas initialisé mes ressources pour qu'il aille télécharger. Ouais, là l'init il va télécharger la version d'HashiCorp que je lui ai dit, la version Super 5.0. Il va installer le provide de truc AWS aussi. Voilà, il installe tout ce que je lui ai demandé de me dire quoi. J'utilise le module archive, donc j'utilise archive. Donc là j'ai mes ressources qui sont installées en local. Donc là on est pas mal. Donc là je peux faire un Terraform plan. Donc le Terraform plan en fait ça va aller checker. Donc ça va faire un check, une vérification entre ce que j'ai sur mon code et ce qu'il y a dans l'infra. Et il va me dire le delta. Donc il va me dire le delta par rapport au code qu'il a. C'est-à-dire si aucune ressource n'existe, il va dire qu'il va créer toutes ces ressources. Mais si ça existe, il va me dire que ça existe déjà, il va détecter. Donc c'est un peu ça l'idée. Et tout ça est stocké dans un fichier state, un fichier Terraform state. Donc j'ai un problème sur mon provider, j'ai mal écrit sandbox. Donc on va venir là sur ma config. Donc ça c'est au niveau de mon provider ici. Bien sûr j'ai pas de compte sandbox. Donc j'ai juste sandbox 6, j'ai juste un compte sandbox. Donc là si je refais mon Terraform plan, ça devrait passer cette fois. Voilà, donc il va créer 9 ressources. Ouais, normalement c'est tout ce que je lui ai dit de créer. Il faut toujours vérifier. Donc là il crée mon deployment, il crée l'intégration, il crée la méthode, il va créer la ressource API, il a créé l'API, il va créer, enfin tout ce que je lui ai demandé de créer. Et là, on va dire, ok, donc moi je suis ok sur ça, donc je vais faire Terraform Apply. Donc cette fois, l'apply va toujours refaire du plan, mais il va me demander de confirmer si je veux. Par contre, si je ne veux pas confirmer, imaginez si vous êtes dans une CI/CD, vous n'allez pas taper ça à la main comme ça. Vous n'allez pas à chaque fois arrêter votre CI/CD pour aller explicitement mettre le yes. Donc il est possible de lui donner une option, l'option auto-approve, pour qu'il exécute directement le code sans me redemander. Donc en général dans les CI/CD, on va avoir un plan qui est fait et ensuite il y a un apply qui est fait souvent avec l'auto-approve. Donc là maintenant on va aller retourner sur notre console là pour voir si nos ressources ont été créées. Donc là je vais aller sur ma console AWS. Donc je vais me connecter. Donc moi je suis sur le compte de Sandbox. Donc on va vérifier sur mon API. Hop. Vous avez vu qu'au début je vous ai dit que mon provider c'est en EOS 1. Donc toutes mes ressources sont créées en Irlande. Donc si je viens là, EOS 1, il y a bien l'Irlande. Et là je la vois. Donc là vous voyez j'ai mon API là. Eni, il y a toutes les méthodes. Le stage, il n'a pas créé le stage. Est-ce qu'il a fini?
Ah, il a mis une erreur, c'est pour ça. Statue code bad enumeration value HTML must be not empty. Donc, ok, j'ai une erreur. Donc, il me dit que c'est sur mon API Gateway, la ligne 23. Enumeration value HTTP method must not be empty. Donc, j'ai oublié de rajouter un paramètre. Donc, on va aller sur mon fichier en API Gateway, ligne 4. Pardon. C'est quelle ressource là? Ligne 23, pardon. Hop. Donc c'est ici. Ah oui, j'ai oublié. Enfin, c'est assez explicite là. J'ai oublié l'intégration. En fait, il faut préciser une méthode. Donc ici. Donc je pense que ça s'appelle integration HTTP method. Par contre, les values, moi je veux all. Je sais pas si ça marche ça. Donc ça, quand j'ai un doute comme ça, je vais aller sur la doc de Terraform. Je vais checker ce qu'il me dit. Je peux mettre quoi comme value? Donc là, c'est la méthode qu'on doit mettre en fait. Tac, tac, tac. Donc les paramètres. C'est quoi son nom? C'est integration méthode HTTPS. Donc ouais, on peut dire que si on veut juste du get, du post, nous dans notre cas c'est du any. Donc on va le chercher là. Voilà, donc nous on va dire du any. Donc ici je vais rajouter any. Si je relance mon Terraform avec l'auto-approve. Donc là, il voit, il ne recrée plus toutes les ressources. Il a recréé que les deux qui n'avaient pas pu se créer dans le déploiement et l'intégration. Donc là, si je reviens sur mon API Gateway, voilà. Donc j'ai mon API qui est là. Donc maintenant, on va pouvoir tester l'API. Donc ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc là, on a créé notre API, on va pouvoir la tester dans la suite.